Mais c'est les réunions, s'il vous plaît. Oui, mais moi, c'est pareil. Si vous mettez ça. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance du Conseil municipal du 2 octobre ouverte. Le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir valablement délibérer. Je vous prie de bien vouloir excuser dans un premier temps Jean-Charles Dapremont qui a donné pouvoir à Mme Langrenay, Marie-Josée Thomas qui a donné pouvoir à M. Ranger de l'Homme, Rachel Buffy qui a donné pouvoir à Mme Masson, Franck Dupont qui a donné pouvoir à Mme Truchassou, Michel Mercier qui a donné pouvoir à M. Afribault, et Mathieu Delaplace qui a donné pouvoir à M. Cheval. Vous avez été toutes et tous destinataires des documents que nous allons traiter aujourd'hui. Je vous propose de désigner, si vous en êtes d'accord, Mme Masson comme secrétaire de séance. Sur cette proposition, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unité, je vous remercie. Et j'invite Mme Masson à procéder à l'appel nominal. Bonsoir à tous. Monsieur Joseph Afribault. Présent. Sylvie Masson présente. Michel Vandière-de-Gomme. Présent. Pierrette Sévignon. Présent. Patrick Demangeau. Présent. Brigitte Descailles. Présent. Christophe Grenier. Présent. Georgette Truchassou. Présent. Jean-Charles Dapremont. Absent, donner pouvoir à Madame Langonnier. Marie-Josée Thomas, absente, donner pouvoir à Monsieur Vandière-de-Gomme. Joël Langonnier. Présent. Michel Larranger. Présent. Francine Richard. Présent. Pascal Baldo. Présent. Thierry Chevalot-Bérou. Présent. Frédéric Collet. Présent. Stéphanie Perra. Présent. Stéphane Binet. Présent. Rachel Delis, absent, donner pouvoir à Madame Masson. Franck Dupont, absent, donner pouvoir à Madame Truchassou. Michel Mercier, absent, donner pouvoir à Monsieur Afribault. Mathieu Deris. Présent. Mathieu Delaplace, absent, donner pouvoir à Monsieur Chevalot. Renaud Verly. Présent. Michel Vernesson. Présent. Éric Hulpart. Présent. Laurence Brunin. Présent. Karine Mérieux. Présent. Laurie Bocahut. Présente. Merci Madame Masson. Donc, vous avez été destinataire du procès-verbal de la précédente réunion. Donc, y a-t-il de votre part des observations sur ce compte-rendu? Pardon? Oui, juste une petite remarque, je ne demanderai pas la modification du procès verbal. Mais c'est vrai que résumer les interventions d'opposition à une petite ligne sibylline dans le procès verbal, c'est peut-être pas très correct dans le traitement de votre opposition. Donc juste être sûr que sur les prochains procès-verbaux, on reprenne au moins, de manière un peu plus extensive, l'ensemble des remarques qu'on peut faire au sein du conseil municipal. Ouais, une seule remarque, mais je n'en demanderai pas plus. Ok, merci. D'autres interventions? Pas d'autres interventions? Sur l'approbation de ce procès-verbal du 12 septembre dernier, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité des présents, je vous remercie. Je vais demander à Mme Masson de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Lors du jour du conseil municipal du mercredi 12 octobre, en 1, voie verte, acceptation de la convention avec le conseil départemental Ardennes. En 2, construction et exploitation d'un crématorium. Autorisation à signer le contrat de délégation de services publics, DSP. En 3, budget location, décision modificative. 4, subvention, régularisation de l'intitulé d'une association. En 5, assainissement de Resson, demande de subvention dans le cadre de la DETR 2023. En 6, commerce Louis Jouvet, fixation du montant annuel de la licence 4.
En 7, réseau de chaleur, lancement d'une étude de faisabilité. En 8, avis sur les économies d'énergie, éclairage de la ville de Rethel et des fêtes de Noël. En 9, acte pris par Monsieur le maire dans le cadre de ses délégations. Et en 10, affaires diverses. Merci Madame Masson. Sur cet ordre du jour, y a-t-il des observations? Monsieur Averly. Juste une observation sur le point 1. Étant conseiller départemental et président de la communauté commune du Rothellois, je finance en fait à hauteur de 50% avec la communauté de communes et 50% le département la voie verte. Donc je pense que pour des problèmes juridiques, je préférerais sortir pendant le débat sur ce point, le vote sur ce point, si vous me le permettez. Pour éviter tout conflit d'intérêts. Pour éviter tout conflit d'intérêts, effectivement. Tout à fait d'accord, monsieur. Pas de souci. Donc sur cet ordre du jour, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir aborder donc, le premier point de l'ordre du jour. Et je vais demander à monsieur Averly d'aller se rafraîchir dans les couloirs, puisqu'il y a une chaleur de cette salle sans chauffage. Voilà, donc, premier point de l'ordre du jour, voie verte, acceptation de la convention avec le Conseil départemental des Ardennes. Donc il vous est rappelé dans ce rapport que la voie verte Sud-Ardennes est un itinéraire de randonnée qui est destiné à relier les communes de Don-le-Mesnil, Vouziers et Brienne-sur-Aisne, en longeant les canaux des Ardennes de Vouziers et de l'Aisne. L'itinéraire initial, concernant le secteur de Rethel, donc le quai Landres-Argentine, a dû être rectifié puisqu'il n'assurait pas la sécurité des futurs usagers. On vous le rappelle forcément, en effet, la circulation était difficile avec les voitures, les piétons, les poids lourds, les engins agricoles et les lourds. Donc il avait été prévu d'entreprendre le halage, puis de quitter les champs de halage à la hauteur des écoles d'Ombetta, de reprendre le pont du canal, de traverser le pont du canal des Ardennes et reprendre le quai Landres-Argentine. Et là, aucun aménagement possible n'était supportable et envisageable, puisque étroitesse de la voirie, puisqu'il fallait y adjoindre la piste cyclable, la voie piétonne. Donc il avait été prévu une circulation à 30 km/h et d'y accepter toute la circulation qui va bien, que ce soit la circulation de voitures, que ce soit la circulation des engins agricoles, des cyclistes, des poids lourds, des piétons. Et ça, pour nous, c'était pas possible, c'était pas acceptable. Il y avait des conflits de sécurité. Donc il a fallu qu'on travaille sur ce tracé, revoir ce tracé, surtout notamment le quai Landres-Argentine. L'idéal dans ce dossier-là aurait été c'est que l'étude soit poursuivie au lieu d'arrêter à l'école d'Ombetta de reprendre le passage sur le canal des Ardennes. Il aurait été plus sérieux de dire on engage une discussion avec Vivesia pour continuer cette voie verte direction Assirance. Comme c'était dans le temps, il y en a autour de la table en un âge avancé, comme moi, on a connu la Darse, vous savez, le refuge des bateaux quand ils venaient en chargement. Il y avait même une passerelle qui enjambait aussi finalement ce plan d'eau. Tout ça, c'était refermé pour l'extension de l'UA à l'époque, Union agricole ardennaise, Champagne céréales et Vivesia maintenant. Donc cette étude n'a pas été, elle a été discutée mais n'a pas été étudiée. Il aurait été plus normal qu'on puisse reprendre le tracé comme on l'avait auparavant. Et ça aurait évité de traverser le pont, de traverser aujourd'hui, il a fallu trouver une solution. Donc la seule solution qui pouvait être acceptable par tout le monde, c'était le boulevard de Gingembre. Il a été, il faut le reconnaître, il y a eu une incompréhension sur le marquage au sol, puisqu'il fallait, sur ce boulevard, qui n'est plus un boulevard aujourd'hui, parce qu'il a été réduit en largeur, puisqu'il y a une voie de roulement pour les véhicules de 6 mètres, et le reste a été
est utilisé aujourd'hui pour les pistes cyclables et les piétons. Donc, il y a eu une incompréhension, hein, il faut être très honnête là-dessus, dans les discussions lors des réunions, quand on a abordé le marquage au sol. Dans la tête de tout le monde, le marquage au sol, c'était le marquage à la peinture, donc pas la peinture, comment on l'appelle, oui, la peinture routière, forcément. Et on a toutes et tous découvert que pour délimiter cette voie verte à la voie normale qui reste ouverte à toute la circulation, il a été mis en place un boudin en béton qui donc a impressionné un peu les gens aujourd'hui. Dans un premier temps, aujourd'hui on est bien obligé de s'y faire, hein, d'adopter cette situation. Et puis ça permet aujourd'hui, on constate que forcément ça réduit la vitesse puisqu'il y a moins d'aisance, hein, pour circuler aujourd'hui et on ne pourra pas revenir en arrière. C'est comme ça aujourd'hui. Le principal pour nous toutes et tous, c'est que la sécurité est renforcée, à les retrouver, parce qu'on ne l'avait pas du tout dans un premier temps. Hein, il était hors de question que la ville puisse prendre en charge une responsabilité dont elle n'avait même pas la décision initiale, hein, parce que la décision, le tracé, c'est pas la ville qui l'a décidé, hein, ça a été le conseil départemental dans un premier temps, et ensuite il y a eu des transferts de compétences, ces compétences ont été transférées aussi sur les comités de communes, et voir la région aussi qui finance aussi ce gros dossier assez important. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Donc comme on vous le dit, là, pour résoudre ces gros problèmes de sécurité, il a donc été convenu avec le conseil départemental des Ardennes d'emprunter le boulevard Robert Masson et le chemin de la Gravière. L'idéal aurait été de traverser la propriété du Vesseur, mais l'étude n'a jamais été lancée. Voilà. Et donc une convention d'occupation et de travaux pour l'aménagement de la voie verte sud d'Ardennes entre Rethel et Solrethel doit être établie. Il n'y a plus que Rethel, il n'y a plus que nous qui devons signer cette convention, mais on voulait avoir les certitudes et les aménagements avant toute chose. Parce que cette convention, elle est sur mon bureau depuis plus de 2 mois maintenant, et donc cette convention qui est établie entre la ville de Rethel et le conseil départemental, elle permet aussi de fixer les engagements de chacun. Il est rappelé dans cette convention que les travaux de réfection ainsi que l'entretien courant seront assurés par le conseil départemental des Ardennes. La commune met gratuitement les emprises à disposition du conseil départemental et vous devez maintenant désormais m'autoriser à signer la convention d'occupation et de travaux avec le conseil départemental, comme ça se fait aujourd'hui donc dans toutes les communes traversées par cette voie verte. Il vous a été transmis l'intégralité du rapport avec les tracés. Voilà, donc vous voyez bien, j'ai oublié mon capteur. Non, c'est un autre. Pardon. Si, ça passe. Vous voyez donc là, je vois rien. Donc, on est bien sur le boulevard Robert Masson. Vous voyez, on passe sous le pont du canal, on remonte la voie, on traverse le pont du canal, on devrait prendre le quai dans l'Argentine, donc tout le long pour rattraper à Sirmance. Voilà. Aujourd'hui, la seule solution, puisque le mieux aurait été de continuer donc, le chemin, hein, comme c'était dans le temps, hein, voilà, le chemin du halage, et ça aurait coûté nettement moins cher, voilà, parce que c'est quand même des travaux très lourds, hein, pour les collectivités, hein, que ce soit le département, que les communes, la région. Aujourd'hui, ce tracé, donc on traverse le pont du canal pour emprunter le boulevard Robert Masson, et ensuite on reprend le chemin la Gravière pour rattraper le quai d'Argentine sur la fin de voie, et qui va rattraper le pont vert sur Assirmance. Pour retraverser le pont vert à Assirmance et reprendre normalement le chemin du halage. Vous voyez, donc finalement il y a une enclave. Et pourquoi on ne peut pas revoir la solution la plus intelligente? Parce que là c'est absurde, franchement c'est n'importe quoi. Je le conçois, Pascal, je conçois, mais aujourd'hui le dossier, quand on nous l'a proposé, il était arrêté. Donc avec des financements, donc il n'y avait plus de solution. Là,
je dirais que on a réussi à trouver des solutions de sécurité, mais entre guillemets, parce que donc on nous mettait une pression parce qu'il y avait des dates à respecter dans l'engagement des collectivités, et notamment le département qui suit ces travaux-là, et surtout dans l'attribution des aides, parce qu'il y a les aides du fonds européen, des fonds européens. Donc voilà, il y avait des dates limites, et peut-être, pourquoi pas, par la suite, c'est peut-être mener de front par la suite tranquillement une discussion, pourquoi pas, avec Vivessia, pourquoi pas. Hein. Moi, je ne l'écarte pas là-dessus, j'abonde, pour retrouver une certaine logique, pour dire on continue, mais il y a quand même eu tous ces travaux de fait, d'engagés. Ce sont des travaux assez lourds aussi, puisqu'il a fallu faire les marquages de sol, délimiter, supprimer des places de parking, en rajouter ailleurs, bien sûr, carrosser certaines voies qui ne l'étaient plus. Voilà. Et on sait qu'il y a quand même un souci là, à l'intersection du boulevard du Gingembre avec le chemin, là, qui rattrape le quai d'Angleterre. Là, vous avez 6 mètres de large sur toute la longueur du boulevard du Gingembre. Là-dessus, il n'y a pas de souci au niveau largeur pour la circulation. Mais en revanche, à l'intersection entre le boulevard du Gingembre et le chemin, rappelez-moi, le chemin de la Gravière, là, il y a un étranglement. Ça, c'est clair. Alors, on me dit, ça permet aux gens de ralentir, mais pour moi, ce n'est pas le temps. Aujourd'hui, force est de constater que c'est comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on signe la convention, c'est pour l'entretien et la réparation. Donc, il ne faut pas faire un combat à la ville, parce que s'il n'y avait pas de signature, c'est le risque. Mais ça ne nous interdit pas de continuer, d'entamer des discussions pour trouver une solution, pour dire on traite avec Vivessia. De toute façon, il y a des normes de sécurité à imposer à Vivessia, avec leur stockage de céréales, il y a des distances à respecter. C'est surtout ça, parce que finalement, il n'y a qu'à obtenir un passage de 4 mètres, c'est facile à dire. Après, il y a toutes les mesures de sécurité que ça comporte derrière, et ça oblige. Donc tout ça, je pense qu'il faudra qu'on continue qu'on engage des discussions pour essayer de trouver quelque chose encore de mieux demain. Aujourd'hui, elle est là, et puis je pense que vous êtes toutes et tous, vous l'avez déjà pratiquement toutes et tous emprunté, beaucoup autour de cette table. Y a-t-il des interventions sur ce dossier? Pas d'intervention? Donc des oppositions, des abstentions pour m'autoriser à signer cette convention. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Construction et exploitation d'un crématorium, autorisation à signer le contrat de délégation de service. Voilà, nous y arrivons. Encore, enfin, les démarches administratives ne sont pas terminées, parce qu'il y a encore des tas d'administrations à interroger, à obtenir des accords, bien sûr. Mais le plus gros morceau a déjà été engagé. Donc on vous rappelle dans ce rapport que je vous ai transmis le mardi 27 septembre 2022. Oui. Merci, M. le maire. Je voudrais profiter du retour du président de la Concom et du conseiller départemental par rapport à la voie verte. J'ai une remarque à faire, ça concerne un peu ce qu'on a traité juste avant. C'était plus en fait une question d'entretien, parce que bon, j'ai pratiqué cette voie verte plus tard le week-end dernier. Et je voulais dire que sur la portion ça ne concerne pas, on est d'accord, mais je profite, entre Biam et Tuny, il y a des branches en fait qui sont sur le chemin, donc qui empêchent de circuler correctement, on va dire. C'est pas des branches qui sont tombées de la veille, ça traîne, donc question de sécurité peut-être et de confort de circulation, juste voilà. Okay. Très bien. D'ailleurs, ce sujet d'entretien sera abordé, puisque la première voie verte qui a été créée, Charleville, Givet, donc elle a été créée et supportée financièrement par le département et son entretien. Bon, ils s'aperçoivent aujourd'hui que c'est un coût sur le tracé, sur la longueur. Donc, le deuxième tracé, Charleville-Mouzon, donc il y a eu déjà des modifications. Et là, il faut s'attendre que de toute façon, et je crois que M. Averly il va abonder dans le même sens, c'est que demain,
l'entretien incomberait dans le futur aux collectivités traversées. Hein, parce que ça sera quand même, aujourd'hui, force est de constater que ce sont des équipements très onéreux à l'investissement, mais qui sont aussi onéreux dans leur entretien. Imaginez un peu les kilomètres à entretenir, donc ça va être un coût supplémentaire pour les collectivités traversées, ça c'est certain. Donc il y a la communauté de communes, aujourd'hui les comités de communes qui ont repris le relais hein, dans la compétence développement du tourisme. C'est pour ça que les comités de communes sont présents dans ce dossier aujourd'hui. Le premier dossier, Charleville-Chivray, c'était que le département. Aujourd'hui, les comités de communes sont présents dans ces derniers tronçons. Monsieur Averly, si vous avez peut-être un peu plus d'informations à nous communiquer aujourd'hui quant à l'entretien de demain. Oui, donc on a voté ces conventions en conseil communautaire avec le département. En fait, le département gardera à sa charge 100% de l'entretien de la voirie lourde, tout ce qui est goudron, vraiment toute la partie tracée et revêtement. Et il y a une répartition en fait entre le département et les interpros pour les entretiens, on va dire un peu plus légers. On est à la louche à 50-50 et ça sera un cas. On est à la louche à 50-50 en entretien. 50% département, 50% communauté de communes, et ça sera également le cas pour l'ancienne voie verte, effectivement, à Charleville, puisqu'elle a été renégociée l'ensemble de cet entretien. Donc on sera traité aujourd'hui de la même manière sur la voie verte de la Meuse et sur la voie verte du Sud-Ardennes. C'est une très bonne chose que toutes les collectivités des Ardennes soient traitées de la même manière, ça c'est très bien. En revanche, donc, il est bien compris que la couche de roulement sera à la charge, l'entretien sera à la charge du département, mais ce qui sera important, c'est qu'on aura la charge de l'entretien, le fauchage et tout ce qui s'ensuit. Et comme disait Thierry Chevalot tout à l'heure, quand il y a des désagréments, il y a du branchage qui tombe, voilà, ça sera aux collectivités de surveiller, de nettoyer, parce qu'il y aura aussi une notion de responsabilité derrière. Donc voilà. Ce qu'on a voté en conseil communautaire, effectivement, c'est que c'est le département entier d'entretien. Il va passer par des entreprises d'insertion pour faire les fauchages, l'entretien régulier. Donc dès qu'il y a des infos, comme tu as donné tout à l'heure, Thierry, il faut effectivement les orienter au département. Comme ça, les entreprises d'insertion pourront intervenir. Comme ça, tout est centralisé. C'est le même intervenant, l'association d'insertion, qui intervient sur tout le linéaire. C'est lui d'avoir des ruptures en fait, d'entretien le long de la voie verte. Je pense que c'est pas mal. Et ensuite, en fonction du linéaire, il y a une participation de chaque communauté de communes à hauteur de 50% du coût. Comme ça, tout est bien transparent et bien fini dans l'entretien. Merci. Allez, point de construction et exploitation d'un crématorium, autorisation à signer le contrat de délégation de service public. Voilà, donc on rentre vraiment dans le cœur du dossier. Je vous rappelle que le mardi 27 septembre 2022, pourquoi je vous rappelle cette date, puisqu'il était obligé au maire de vous transmettre 15 jours avant la date du conseil municipal l'ensemble du dossier, qui était assez volumineux, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Voilà. Et il a été transmis donc à l'ensemble des conseils municipaux, donc, et surtout voilà, qui vous donnait finalement toutes les informations sur la délégation de service public quant à la construction et l'exploitation du crématorium sur la commune de Rethel. Donc son emplacement n'a pas changé, bien sûr. On vous rappelle qu'une procédure de délégation de service public pour la construction et la gestion du crématorium avait été délivrée le 4 avril dernier et lancée le 7 avril. La valeur, on vous rappelle que la valeur du contrat estimé a été arrêtée à l'époque à 12 millions d'euros, puisqu'elle va s'étaler sur 30 ans, hein, avec une durée minimale pour l'équilibre financier à 28 ans, voilà, et surtout permettre l'amortissement des investissements dans de bonnes conditions économiques. On vous rappelle aussi dans ce dossier donc, que 4 candidatures ont été retenues, souvenez-vous-en, donc il y a la SA-OGF de Paris, la SAS Générie Concession de Bailly dans le 77, Romainvillers, la SASU, la Société des Crématoriums de France de Paris aussi, et la Société Nouvelle de Crémation à Beaumont. Sur les 4 candidats, un seul a remis une offre. Voilà, c'est la SA Nouvelle Crémation qui a remis une offre, qui a été réceptionnée. Et on a émis après vérification, puisque vous vous souvenez qu'on avait nommé M. Ferrand, notre délégué au suivi, au montage du dossier, qui
me prie de bien vouloir l'excuser. Il devait être parmi nous aujourd'hui, mais compte tenu de la pénurie de carburant, il est cloué pas par la maladie, il est cloué à Paris par une panne sèche. Voilà. Donc je vais faire de sorte de pouvoir vous répondre si vous n'avez pas des questions trop techniques, mais je pense que dans la présentation, donc, elle a été bien montée, bien claire, mais il se peut que vous aurez peut-être des questions, mais n'hésitez pas à les poser. Ensuite, donc, ils vous ont été transmis, bien sûr, des plans, les plans des ouvrages, voilà. Ensuite, donc voilà, vous avez les vues, on ne va pas s'arrêter, voilà ce que ça donnera demain. Vous avez la rue d'Artagnan, donc le terrain qui appartient à la ville de Rethel et son aménagement avec une aire de détente, comme ils disent, de repos, ensuite le crématorium et son fonctionnement. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez toutes les photos. On va... Voilà, le montant prévisionnel, c'est ça le plus important, du chiffre d'affaires sur la durée de la concession, pratiquement 12 millions d'euros hors taxe. Hein. Donc c'est un investissement quand même pour la SAS, Société Nouvelle de Crémation, d'un montant de 2 700 000 euros hors taxe, soit 3 235 000 euros TTC. Donc à la charge, hein, puisque c'est une délégation de service public. On vous présente un peu le rapport financier avec les engagements financiers pour 2022. Donc, vous souvenez-vous qu'il avait été décidé donc, à l'acceptation du dossier, donc, que le prestataire retenu verserait et versera donc, à la collectivité une indemnité de 70 000 euros hein, pour les frais de procédure de la commune, puisqu'on a dû engager des études de sol, des bornages et tout ça. Donc, les 70 000 euros seront versés dans le mois qui suit la signature. Donc, ces fonds seront versés sur le budget 2022, L'estimation 2023, donc, il y a la redevance sur l'occupation du sol de 4 000 euros, des frais de contrôle par la collectivité à hauteur de 12 000 euros. Donc, on arrive encore dans les dossiers administratifs, 16 000 euros. Et là, on commence à monter en puissance à partir de 2025, puisqu'il faut toutes les autorisations d'exploitation hein, de la préfecture. Donc, c'est à la Société Nouvelle de Crémation d'entreprendre toutes ces démarches. Et dès que ces autorisations seront obtenues, donc on pourra commencer à percevoir donc, un montant sur le chiffre d'affaires. Donc c'est estimé à peu près à 23 359 euros, la totalité pour 2025. Et on vous rappelle que c'est à peu près 800 000 euros sur les 30 ans. Ensuite, alors, dans le tableau qui vient de vous être présenté, donc il était annoncé 23 000 quelque chose, un peu plus de 23 000 euros. Souvenez-vous que je vous avais parlé aux alentours de l'indemnité de 30 000 euros à l'année. Il y a 6 000 euros qui n'y figurent pas actuellement. Hein. C'est une dotation donc, qui n'intègre pas la valorisation des métaux. C'est-à-dire que lors de la crémation, tout ce qui est appareil dentaire, voilà, tout ce qu'ils peuvent retrouver sur un corps suite à la crémation, tout ça, excusez-moi, il faut le dire, c'est tamisé et c'est récupéré et c'est revalorisé. Et il y a une partie qui est reversée à la collectivité. C'est à peu près 6 000 euros en fonction de certains critères. Et ces 6 000 euros, hein, ça c'est très important, ils devront servir obligatoirement au financement des obsèques des personnes démunies de ressources de la ville de Rethel uniquement. Et le solde, on n'a pas le droit de faire de bénéfices ou de reverser le reliquat sur le budget général. Donc le solde devra être reversé à une association ou pourquoi pas le CCAS. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une recette exceptionnelle supplémentaire pour la commune. Donc voilà, donc je dirais, je pense que M. Ferrand, on peut le dire, il a travaillé avec une certaine efficacité et brillamment sur ce dossier-là. Il a été très sévère envers la Société Nouvelle dans la réglementation et dans les normes à respecter, dans les obligations. Et il a fortement travaillé dans l'intérêt de la collectivité.
C'est un dispositif qu'on va pouvoir apporter à la population, c'est un plus qui est attendu, parce qu'on sait que le crématorium de Prix-les-Mesures est à saturation, le crématorium de Reims est à saturation, celui de Chalon-ci. En ce qui concerne le département des Ardennes, beaucoup d'Ardennais se dirigent aujourd'hui sur la Belgique, parce qu'on est toutes et tous confrontés à des délais de crémation qui deviennent aujourd'hui un peu insupportables, entre guillemets, pour les familles, puisqu'il y a des délais d'attente parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et cette décision, ce dispositif, ce service qu'on va pouvoir apporter à la population sur la ville de Rethel et unique dans le sud d'Ardennes va être un plus pour la population dans son ensemble, dans tout le sud d'Ardennes, même du département des Ardennes, même en partie aussi de la Marne. Le but aussi, c'est de capter un maximum de monde pour que ça fonctionne. Alors voilà, au regard des négociations et du rapport vous ayant transmis retraçant la procédure et les modalités de contrat, je dois être autorisé à signer le contrat avec la SAS, Société Nouvelle de Crémation. Et à partir de là, donc dès que j'aurai signé ce contrat, après votre autorisation, donc ils se devront de verser cette indemnité de 70 000 €. Ils se devront aussi après de saisir tous les services préfectoraux d'hygiène de sécurité pour mettre en place toutes les autorisations nécessaires pour le fonctionnement de ce crématorium de demain. Tout simplement. Et au bout de 30 ans, une renégociation d'un contrat? Alors voilà, donc au bout de 28 ans, on relance la procédure, donc une procédure est relancée pour renouveler la délégation de service public. Là, elle est assurée sur 30 ans, puisque la Société Nouvelle va engager quand même 3 millions d'euros, et qu'ils ont estimé qu'il leur fallait 30 ans pour amortir, voilà, pour rentrer dans leur argent. Mais on sait que nous, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc on a un pourcentage, je ne l'ai pas en tête, donc un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est supérieur, c'est bon pour nous. S'il est inférieur, on touche le minimum. On ne peut pas baisser. Il y a des bases qui doivent être respectées. Vous les avez d'ailleurs, de toute façon, toutes les explications dans vos dossiers. Et c'est là-dessus aussi qu'on a voulu aussi se préserver, même si demain on a pris des décisions administratives, la ville met à disposition un terrain, certes, du foncier, mais après, je dirais, on n'y met pas un centime, il faut quand même le reconnaître, dans la construction, dans l'investissement. C'est quand même un dispositif, un service qu'on va apporter à la population par le biais d'une délégation de service public, mais qui n'engage pratiquement pas les deniers de la ville de Rethel. Et je crois que c'est attendu par toutes et tous. D'ailleurs, on l'a toutes et tous voté à l'unanimité, puisque ça se fait ressentir, et plus vite il sera construit, plus vite voilà, les familles seront aussi libérées de certaines angoisses. Des questions sur ce rapport, je pense que vous l'avez toutes et tous lu, voilà, vous pouvez relire, voilà, et n'hésitez pas, même dans d'autres prochaines réunions, si vous avez des questions à poser, on est là aussi pour y répondre, mais aujourd'hui, voilà, donc il me faut votre autorisation, et je vous la pose. Il y a des oppositions, m'autoriser à signer le contrat avec la SAS, Société Nouvelle de Crémation, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Budget location décision modificative. Souvenez-vous que le dernier conseil municipal, je vous ai fait part d'une créance irrécouvrable de la société GoToMove, c'est l'ancienne salle de sport, donc à hauteur de 5 200 €. Donc on doit l'inscrire au budget pour solder cette créance irrécouvrable. Donc pour la régler, il est nécessaire d'inscrire 5 500 € de crédit supplémentaire au loyer 2022 au 752. Et si vous avez en tête le budget 2022 du budget location, on avait minimisé les recettes et on n'avait pas inscrit de recettes. Mais on sait qu'il y aura des recettes qui vont rentrer, donc c'est pour ça que je vous propose déjà dans un premier temps d'inscrire 5 500 € qui va nous permettre de solder cette créance. Malheureusement, on perd 5 200 €. Mais on n'a pas le choix, donc toutes les démarches ont été engagées par la trésorerie de Rethel pour essayer de récupérer quoi que ce soit. Mais les délais sont passés, donc et à un moment donné, il faut prendre la décision courageuse de dire c'est tout.
excusez-moi pour vous dire, on s'assoit dessus. Pour cette DM, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. On n'a pas trop le choix, là, je vous pose la question, mais on n'a pas trop le choix finalement. Subvention, c'est pareil, là ça va aller vite aussi, c'est une régularisation de l'intitulé d'une association. Il y a eu un peu un amalgame entre deux associations. Vous avez l'association gymnastique et l'association gymnique, donc il y a eu un peu un mélange des genres. Donc on vous dit que dans les provisions exceptionnelles, on avait attribué une subvention de 700 € à Rethel Sportif Gymnie, alors qu'elle devait être destinée à ce Rethel Sportif Gymnastique. Voilà. Donc il convient de modifier l'intitulé de l'association pour pouvoir mandater la subvention, puisqu'aujourd'hui on devrait la verser à Gymnique et à un non-gymnastique. Donc je vous demande l'autorisation de modifier cet intitulé pour honorer notre engagement du 13 juin 2022. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Assainissement de Ressons, dossier pareil, donc qui avance très bien, demande de subvention dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. On vous rappelle que dans le cadre du projet de raccordement au réseau d'assainissement du syndicat intercommunal à vocation unique, donc le SIG assainissement de l'agglomération rothelloise, et donc on a profité aussi, vu que ce sont de gros travaux, d'enfuir aussi tous les réseaux secs, à savoir EDF, France Télécom, la fibre optique, l'éclairage public. Et il a été signé puisque en ce qui concerne ces travaux, il y a une convention de mandat de travaux qui a été signée entre la ville de Rethel et le CIVU Assainissement pour répartir les dépenses, parce qu'il y a une partie des dépenses qui sont ville de Rethel et une partie assainissement. Donc l'assainissement, le tout à l'égout, ça sera sur le budget assainissement, CIVU Assainissement. En revanche, les réseaux secs, l'enfouissement des réseaux EDF, France Télécom, éclairage public et fibre optique, ça c'est de la compétence ville. Donc il faut faire la répartition. Et c'est là qu'on vous informe que ces frais de maîtrise d'œuvre seront partagés à part égale entre le CIVU Assainissement et la ville de Rethel. On a organisé une réunion publique le 26 septembre dernier avec les habitants de Ressons. On était assez agréablement surpris parce qu'il y a eu pratiquement présence unanime de la population. Donc forte affluence et forte participation. D'ailleurs, c'est Georgette, qui est la maire déléguée de Paris-Ressons, celle de dire un mot sur ce dossier-là, d'accord ? C'est un dossier qui était très attendu, de toute façon. Donc les habitants de Ressons sont très heureux de voir ce dossier se concrétiser. Et c'est pour ça qu'ils ont répondu de façon favorable et unanime lors de la réunion publique qui s'est déroulée à Ressons. Donc ils sont contents. Voilà. Merci. Donc on vous rappelle aux travaux, j'ai pas le tableau rectifié. Comment ? D'accord. Donc, comme je vous le disais, donc, la ville de Rethel a la charge d'effectuer l'enfouissement des réseaux secs, EDF, éclairage public, France Télécom, fibre optique, le cycle d'assainissement, le raccordement de Ressons à la station d'épuration, en passant par Paris-Ressons, traversant Rethel, bien sûr. Aujourd'hui, le projet est arrivé à ce jour à la phase d'avant-projet. On pourrait éventuellement lancer les travaux dès 2023, oui, donc ça a avancé assez vite. C'est un dossier qui a attendu depuis 30 ans, mais là aujourd'hui, ça y est, on arrive à sa phase finale. Voilà le montage financier donc, qui a été arrêté par le CIVU Assainissement, donc à savoir à peu près 612 687 € 73 TTC, avec surtout en ce qui concerne. Donc il y a le dossier, attention, il y a le dossier assainissement qu'on a vu avant à hauteur de 750 000 €, mais là, s'associe tous les réseaux secs. Profitons de la situation d'ouverture des voiries, d'utiliser les tranchées ouvertes pour l'assainissement, de les utiliser pour y déposer l'électricité, l'éclairage public et tout ce qui s'ensuit. On a interrogé la communauté de communes, puisqu'elle a la compétence de distribution d'eau potable. Il nous a été répondu que le réseau d'adduction d'eau potable ne nécessitait pas d'intervention. Donc le réseau d'eau potable ne sera pas
touchés dans cette opération-là. Donc l'opération pour enfouir tous ces réseaux en tranchée ouverte, vous voyez quand même, c'est quand même une opération de 612 687 € TTC ou 510 000, puisqu'on retouche les 510 573 hors taxe. Les financements, donc il y a une demande de financement qui a été arrêtée dans le cadre de la DETR DSI à hauteur de 30%. Des travaux d'électrification et le poste de transformateur, parce que, oui, il faut vous dire aussi, c'est que la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes saisit l'occasion de renforcer tout son secteur d'alimentation en électricité des communes voisines, que ce soit à Coucy, que ce soit à Magne, donc vous avez des réseaux moyenne tension qui traversent la commune de Pargny-Resson. Donc ces réseaux aériens vont être délestés, vont être enfuis, et avec un renforcement du poste de transformation, du transformateur. Il y a un transformateur qui est implanté dans Resson, à droite, quand vous dirigez sur Doubs. Donc tous ces travaux-là vont forcément, la fédération va intervenir, va participer finalement à ces travaux à hauteur de à peu près 90 000 €. Donc ça fait à peu près 242 000 €, 243 000 € de subvention, de participation, on va dire. La TVA qu'on pourra récupérer à hauteur de 102 000 €, 344 000 € qu'on va pouvoir récupérer. Donc reste à la charge de la ville 267 891 € à prendre en charge sur ce dossier-là d'enfouissement de réseau. À savoir quand même qu'en ce qui concerne tous les travaux d'électrification, la Fédération départementale de l'électricité des Ardennes reverse à chaque commune urbaine le R2. Le R2, c'est une rente qui est reversée par EDF France, donc à l'ensemble des fédérations départementales de l'électricité. Et c'est pratiquement, on va retoucher sur tout ce qui est électrification, 40% d'aide dans 2 ans. Donc on le saura quand les chiffres seront définitivement arrêtés, enfin payés, réglés, pour savoir quel montant on retouchera dans 2 ans. Voilà, donc il est demandé à l'Assemblée, c'est de m'autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible dans le cadre de la DETR 2023. Si les dossiers doivent être déposés au plus tard, le 9 décembre prochain, ils seront déposés en sous-préfecture et ensuite elles seront analysées par une commission et qui délibéreront. Et après, donc ces décisions de cette commission seront soumises au préfet des Ardennes pour entériner la répartition de cette dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc c'est la continuité du dossier, oui, M. Cheval. J'ai une question, je reviens sur la réunion d'information qui s'est passée à Resson. Peut-être qu'il y a effectivement un petit commentaire. Il n'y a pas eu de compte-rendu sur cette réunion, enfin je veux dire, il n'y a pas eu de compte-rendu, pour la mairie je parle, il y a eu sur le journal, c'est vrai. Moi je pense que ça serait peut-être bien que quand il y a des réunions comme ça, que ce soit pour Resson, que ce soit pour celle qui est prévue aussi, ce que vous avez prévu de faire pour la ville, pour les passerelles et tout ce qui s'ensuit. C'est bien qu'on ait une trace peut-être au niveau d'un compte-rendu de la ville. Normalement, il y a un compte-rendu qui doit être établi par les 2 cabinets d'études qui étaient là, parce qu'il y avait les prestataires qui étaient présents, tout le monde était présent. Il faut se renseigner, Georgette. Oui. Il avait été convenu qu'il y avait un compte-rendu, de toute façon, si. Mais après, ce compte-rendu, j'abonde dans le sens, il ne suffit pas de le mettre dans le dossier, il faut aussi le communiquer. Je pense qu'ils attendaient les premiers contacts avec les habitants par rapport à la pose des raccordements. Exact, puisqu'à l'issue de cette réunion, il a été proposé aux habitants de fixer rendez-vous pour rencontrer les prestataires, pour fixer l'implantation de leur regard d'eau usée, regard France Télécom, regard eau potable, enfin tout ce qui s'ensuit. Et ils attendaient que tout le monde ait rendu réponse, et finalement, tout le monde a répondu réponse favorablement. Franchement, ça a été finalement une adhésion unanime. On voit bien que les gens l'attendent, et pourtant, ça va quand même changer le cours de la vie. C'est un assainissement qui va aussi coûter aux familles. Le prix du mètre cube d'eau ne sera plus le même. Parce qu'il y aura des charges de fonctionnement à supporter, il y aura des redevances de pollution, d'assainissement à payer. Voilà. Et forcément, voilà, ça me revient dès que
tout aura été récupéré, donc on communiquera un compte rendu de cette réunion qui était très importante et très bien perçue. D'ailleurs, non, tu étais... oui, Non, j'étais pas. non, Laurie. Ah, pardon. Voilà. Donc sur ce dossier-là, donc pas d'opposition, pas d'abstention pour une demande de subvention, je pense que ça doit faire l'unanimité. Allez, commerce Louis Jouvet, fixation du montant annuel de la licence 4. On vous rappelle que dans sa séance du 12 septembre, nous avons délibéré et fixé le montant de la location des locaux à 990 € par mois, hein, puisqu'on avait souhaité un peu plus élevé, mais compte tenu que la licence de tabac n'a pas pu être récupérée, si les douanes s'y sont opposées, ils considèrent aujourd'hui que pour délivrer une licence de débit de tabac, c'est une strate de population de 3500. À Rethel, nous avons déjà 5 débits de tabac, donc ils considèrent aujourd'hui qu'il n'est plus nécessaire. Si elle n'avait pas été mise en suspens lors de la vente entre Gervais, la famille Gervais et Seri, elle aurait été maintenue. Mais là, à un moment donné, elle a arrêté de fonctionner et voilà, donc c'est plus possible. C'est pour ça qu'on a perdu un peu de temps. Souvenez-vous aussi qu'on a conservé la licence 4, on l'a gardée en tant que propriétaire pour qu'on puisse pouvoir en avoir la maîtrise à tout moment. Si demain le futur gérant a des soucis ou veut arrêter, voilà, on garde la licence avec lui. Voilà. Et cette licence 4 qui permet donc à ce commerce de vendre des boissons alcoolisées appartenant à la catégorie 4 et 5, bien sûr. Et alors donc il vous est proposé, donc de mettre en location cette licence, c'est seulement pour dire qu'on se la garde annuellement, donc au commerce Louis Jouvet, pour un montant de 450 € par an à compter du 1er janvier 2023. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un versement, qui est fait, qui est normal, et puis on en garde la totale jouissance, la totale propriété. Sur ce montant, donc 450, voilà, donc on a essayé de voir un peu comment ça se pratiquait ailleurs, à l'extérieur. Donc on rejoint, donc on reste largement dans les normes. Le but, c'est de ne pas se faire de l'argent sur la licence, c'est de la garder, et c'est surtout se la garder. Sur cette proposition, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. Réseau de chaleur, lancement d'une étude de faisabilité. Je m'adresserai au journal L'Union en disant que ce n'est pas sorti de notre chapeau. C'est un dossier très important, comme beaucoup de dossiers ne sortent pas d'un chapeau. On n'a pas trouvé ça, je vous dirais, très inélégant. Même M. le sous-préfet a été surpris de ce rapport de cette mazarinade. C'est quand même un dossier qui va être très important pour la collectivité et c'est des dossiers de millions d'euros. Donc sortir un dossier d'un chapeau, on n'est pas dans un cirque, on est dans une collectivité. Je tenais à vous le dire, et si vous voulez bien, vous êtes toute nouvelle et bienvenue, parce que vous venez de Paris, vous venez prendre vos fonctions, vous allez apprendre à vivre à Rethel, à côtoyer les élus de Rethel, et à écrire le fonctionnement de la ville de Rethel. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous voyez, la preuve, parce que là, vous avez déjà une remontrance qui ne vous concerne pas, mais voilà, vous essuyez un peu les plâtres, mais vous êtes tellement charmant que vous allez le comprendre tout de suite en même temps. Bon voilà, donc un réseau de chaleur est un système, on vous rappelle la définition d'un réseau de chaleur, et puis je vous dirais qu'aujourd'hui c'est de plus en plus d'actualité, parce que j'ai quelques informations à vous donner, ce qui nous attend. Il y a EDF d'un côté, il y a l'électricité, il y a le chauffage de l'autre. Alors le chauffage, bonjour l'ambiance. Donc ce réseau de chaleur, donc finalement ça devient de plus en plus d'actualité. C'est vrai que c'est un système de distribution d'énergie calorifique produit de façon centralisée et qui permet de desservir plusieurs bâtiments. C'est-à-dire un peu de mutualiser plusieurs bâtiments, quels qu'ils soient, dans un secteur. Et sachant que tous ces travaux, donc quand on arrivera, face travaux, si on y arrive un jour, mais aujourd'hui ce n'est déjà qu'une étude de faisabilité et de financement. Hein. Et ce dossier a été présenté lors
d'une réunion qui s'est tenue en sous-préfecture dernièrement auprès de M. le sous-préfet. Donc ça nous a été présenté. Il nous a été informé que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, elle a lancé un appel à projet qui permet de financer ce type d'études à hauteur de 90%. Pourquoi ne pas adhérer à cette démarche pour savoir un peu est-ce qu'on peut faire quelque chose. La date limite, c'est au 14 octobre, c'est pour ça que je vous passe aujourd'hui, c'est dans 2 jours. Il y a un dossier qui est constitué, un bureau d'études qui est consulté aussi. Et l'objectif du bureau d'études, c'est de vérifier s'il existe un potentiel sur le territoire et de déterminer quels sont les équipements qui pourraient y être reliés. Donc c'est vrai qu'on a abordé le sujet. Pourquoi pas dans ce réseau de chaleur de demain, et ça, attention, ce n'est pas limité, ça peut être étendu. Donc dans le quartier centre-ville, il y a le centre hospitalier de Rethel, GHSA. Excusez-moi j'ai acheté ça parce que je suis pas trop tête, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Vouziers. Le GHSA, groupement hospitalier de la sous-préfecture, vous savez, il y a l'ancienne bibliothèque aussi, il y a la salle d'atmosphère, il y a l'hôtel de ville, vous voyez, il y a plusieurs équipements, plusieurs administrations qui pourraient éventuellement travailler de concert et pourquoi ne pas étendre finalement cette étude à d'autres. Et l'étude nous le dira, puisqu'il faudra qu'on tienne compte aussi, c'est qu'avec l'aménagement et la gestion de la friche Smurfit-Kappa, quels seront les équipements qui seront installés sur cette friche demain, et pourquoi pas les associer finalement à la mise en place d'un réseau de chaleur, voilà, si ça se révélait pertinent. Et moi je vous demande, c'est ça va être une opération de 3 000 à 4 000 euros qu'on va devoir supporter, mais 3 000 à 4 000 euros pour avoir la connaissance du fonctionnement et avoir un peu toutes les informations pour nous aider à prendre des décisions. Je pense qu'il faut adhérer unanimement pour savoir ce qu'on va faire. D'autant plus qu'on parle de réseau de chaleur. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, on est entouré de méthaniseurs. Il y en a qui fonctionnent aujourd'hui sur la route de Noyon-Ancien. Nous l'avons visité, donc il nous a été proposé une visite, on a rencontré les propriétaires, donc très intéressant. Voilà. Un autre méthaniseur est installé aussi sur la route de Reims, donc elle est en attente de fonctionnement, bien sûr. Ça ne sera pas du tout le même fonctionnement, puisque ce sont des récupérations sur le méthaniseur de Novion. Là, ça sera sur des matières premières sur la route de Reims. Mais tout cela, on a eu une belle discussion avec les propriétaires du méthaniseur route de Novion, qui peut nous apporter des opportunités de demain, saisir l'occasion d'avoir des connexions avec l'alimentation en gaz sur la ville de Rethel et signer les contrats, non plus avoir un contrat qui nous impose avec Dalkia et qui aujourd'hui, je vais vous parler d'augmentation de 500% dans quelques jours. Là, on va pouvoir avoir une maîtrise aussi de négociation avec d'autres fournisseurs. Voilà, c'est à l'étude, ils ne sont pas prêts encore bien sûr parce qu'ils sont tout jeunes de la fonction, mais ça peut être des opportunités pour nous de faire des économies et puis trouver des économies d'échelle qui ne seront pas négligeables parce que ça va être un gros problème dans les mois, je dis bien dans les mois qui arrivent pour nous chauffer, pour nous éclairer. Et ça va être des dépenses insurmontables, que ce soit pour les collectivités, que ce soit aussi pour les privés. Heureusement que les privés, on a encore des boucliers de protection, mais les collectivités, leurs boucliers de protection arrivent à échéance fin 2023. Et là, ça va être porte ouverte à tout. D'ailleurs, on vient de le vivre avec Ipango, un fournisseur qui n'a pas honoré ses engagements sur le plan européen. Donc, il a été retiré du marché. Il était prévu quand même que dans les textes, à défaut de services rendus par un fournisseur, EDF et lui seul est le seul recours, parce que Ipango alimentait le foirail, le secteur du foirail, et le foirail, l'unité du foirail. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser le foirail sans alimentation, donc on a été obligé de re-signer un contrat avec EDF, par obligation, et à leur tarif à eux. On achetait une molécule
95 €. Aujourd'hui, elle est à 650 €. Et vous n'avez rien à dire. Donc, vous voyez un peu, dans les conditions où on va se trouver, c'est quelque chose qui va faire peur. Hein. Tant qu'on est en chauffage, j'ai demandé des simulations. Là, ça me fait énormément peur, parce que là, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Souvenez-vous, lorsque nous avons établi le budget 2022, je vous avais dit qu'en ce qui concerne en matière de chauffage et d'éclairage, d'électricité, donc c'était des montants qu'on fixait, mais qu'on serait certainement obligé de revenir dessus. En 2021, on avait prévu au budget à peu près 80 000 €. Nous avons réalisé finalement en 2021 115 000 € de dépenses. Là. Quand le contrat a été renouvelé avec Dalkia au 1er janvier 2021, donc il avait été convenu que finalement que le montant des dépenses était arrêté à peu près à 40 000 € pour l'année 2021. C'était des tarifs annoncés, hein, donc tarifs annoncés à la signature du contrat. Aujourd'hui, pour fin 2022, nous serons à 221 000 €. C'est pratiquement 500% d'augmentation, c'est quelque chose d'affolant, on ne sait pas comment on va pouvoir suivre. Vous prenez les ateliers municipaux, 9 000 €, on va passer à 52 000 €. 9 000 € en 2021, on va passer à 52 000 €. L'hôtel de ville de 4 700 €, on va passer à 27 000 €. C'est des exemples. Hein. Le théâtre, on va passer de 5 200 à 26 000 €. La salle des fêtes, 5 600 à 32 000 €. Le clubhouse, 1964, on va passer à 10 000. Enfin, vous voyez un peu, ce sont des chiffres qui donnent le tournis, qui font peur, qu'il faudra trouver des fonds pour les honorer, on n'aura pas le choix. Et on n'est pas, vous l'entendez à travers les médias aujourd'hui, beaucoup de maires se plaignent parce que comment allons-nous faire pour honorer toutes ces dépenses, puisque on a quand même fait des économies pour retrouver un peu du cash flow pour faire des travaux hein, d'entretien, de rénovation de la ville. Et aujourd'hui, toutes ces économies qu'on aura pu faire jusqu'à maintenant pour faire des travaux, ces économies vont être utilisées seulement pour payer des augmentations ahurissantes. Et voilà. Et si on voulait faire des économies, puisque en fonction des montants, il y a des degrés, puisque finalement, en matière de chauffage, on est facturé sur des montants de température et non pas sur les consommations. Pour un exemple, les ateliers municipaux, c'est 7 degrés, c'est pas plus. Si vous demandez des degrés supplémentaires, vous payez. On avait eu, avant tous ces problèmes, on avait demandé une augmentation des températures de l'hôtel de ville, puisque côté sud, il y a du bon soleil et des bonnes grandes baies vitrées, là ça va encore à peu près, mais ceux qui sont derrière, quand ils ont 25 d'à côté, de côté parking, ils ont 16. À peu près, c'est un peu ça, mais même voire moins. Et en demandant 2 degrés supplémentaires, c'était une augmentation de nos factures de 2 000 € par mois. C'est quelque chose de... Donc, cette étude, hein, comme je vous le dis, je vous le disais, elle permettra de déterminer les coûts de l'investissement de calcul des économies qui pourraient être réalisées sur les consommations des bâtiments. Voilà. Le coût de l'étude devrait se situer entre 20 000 et 30 000 €, je ne sais pas arrêté encore, et le montant définitif connu fin de semaine prochaine, voilà, soit un reste à charge potentiel pour la ville entre 2 000 et 3 000 €. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut le faire, hein, si vous en êtes d'accord. Il y a un acte d'engagement qui sera effectif en cas d'attribution. Il faut qu'on attende aussi le rapport étudié par l'ADEME quant au financement de l'étude, parce que l'ADEME interviendra à hauteur de 90%. Et si l'ADEME donne son accord, son aval, bien sûr, il y aura un acte d'engagement de signer. Alors, vous êtes interrogé pour m'autoriser à lancer une étude de faisabilité relative au réseau de chaleur. Des questions sur ce dossier qui s'ouvre? Pas de questions?
Des oppositions, des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc cela, c'est un avis sur les économies d'énergie, éclairage de la ville, de Rethel et des fêtes de Noël. Donc il va falloir qu'on assume, qu'on prenne des décisions. On s'est réunis en commission. J'ai rencontré, pour être très clair, j'ai rencontré aujourd'hui les capitaines de gendarmerie, les 3 capitaines, le sous-préfet, les sapeurs-pompiers, la police municipale, voilà, pour nous entretenir aussi sur des décisions qu'on souhaiterait prendre, qui vous sont proposées ce soir. Il vous a rappelé la situation actuelle, le coût annuel des abonnements. Forcément, ça ne bougera pas. Qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, l'abonnement ne changera pas. Et ça restera aux alentours de 34 000 €. Les consommations annuelles TTC, c'est 96 000 €. Donc aujourd'hui, l'éclairage public nous coûte à peu près minimum 130 000 € pour une année. La situation aujourd'hui aussi est constatée. Nous avons 59 armoires d'éclairage public. 59. On ne peut pas dire 60. Il y en a qui sont commandées par des sondes astronomiques. Je peste avec ça. Et il y en a qui doivent me regarder. Et je leur dis que je ne suis pas du tout d'accord avec ce système. D'ailleurs, on l'a toutes et tous vécu hier, lors de l'inauguration de l'installation de la plaque Louis-Joubert. À 19 h, l'éclairage se déclenchait dans la ville, qui faisait jour. Donc ces lampes astronomiques, ces sondes astronomiques, je veux bien, mais à un moment donné, il faut aussi être pertinent et puis voilà, utiliser des commandes allumandards. Les commandes allumandards, ben, ce sont des commandes, ce sont des sondes qui fonctionnent en fonction de la luminosité. La nuit tombe, ça c'est clair, le jour se lève, ça s'éteint, voilà, tout simplement. Donc il y a tout ça à revoir un peu tout ce système-là, comment on va pouvoir organiser. Mais là, on vous fait un état, donc 50 armoires commandées par des sondes astronomiques, 6 armoires commandées par des limandards et 3 armoires commandées par des horloges journalières. Voilà. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est le constat d'aujourd'hui. Donc il y a des études, donc voilà, on a essayé de faire des études et des propositions, donc à savoir que vous voyez un peu partout, voilà ce qui se dessine un peu partout en France, donc pour essayer de trouver des économies d'énergie, de dépenses d'énergie. Si on optait pour un éclairage public fermé de 23 h à 5 h du matin, donc soit 6 heures de coupure, donc on passerait de 130 000 à 82 000. Et je vous le dis, hein, les abonnements, tout ça ne bouge pas, hein, parce que ça ne fonctionne pas, de toute façon ils seront là. Et si on passait de 22h30 à 5h30, donc on passerait à 70 000 €. On vous rappelle que le coût annuel c'est 130 000 €, a été abordé avec la police, avec le municipal, avec la police nationale, bien sûr, avec la préfecture, sous-préfecture, un peu les mesures de sécurité, hein, le sentiment de sécurité. Donc ça a été un avis unanime, je n'avais pas fini, je dis non, ça c'est pas du tout un argument. On préfère même quand c'est dans le noir parce qu'on peut mieux identifier ceux qui peuvent se promener dans le noir et sans que c'est éclairé. Voilà, donc, pour le système, le sentiment d'insécurité, il sera là, bien sûr, parce qu'il va falloir s'habituer, bien que ça existe déjà dans tous les villages ruraux, hein, toutes les communes rurales, je dirais, tous les villages aujourd'hui, c'est coupé à partir de 22 h ou 22h30 jusqu'au lendemain matin. Dans les villes, on n'a pas cette habitude-là jusqu'à maintenant. Il faudra associer à ces décisions, si on prend cette décision, associer aussi les commerçants, hein, les artisans, les entreprises, puisqu'il faut que tout le monde aussi joue le jeu, parce que si vous éteignez l'éclairage public, mais que les vitrines restent allumées, le résultat, il peut être complètement faussé. Hein, donc il faut aussi qu'il y ait l'adhésion. Forcément, si on allait dans ce sens-là, l'ensemble des acteurs économiques seront informés par courrier, et voilà, et avec les préconisations qui s'imposeront pour avoir un succès dans cette démarche. Et puis, le principal, c'est de trouver des économies, hein, des économies. Et encore, attendez, on fait une économie de 60 000 €.
mais ce qui nous attend à côté, c'est pas au bout, hein. On ne sera pas au bout. Hein. De toute façon, c'est qu'une partie, hein. Il ne va pas falloir qu'on se rassure avec cette décision, si on la prenait. Bien sûr, il va falloir aussi que les élus, quels qu'ils soient, les maires, les présidents de conseils départementaux, régionaux et tous les présidents de comité de communes, c'est qu'il y a une démarche collégiale et faire même une marche sur Paris s'il le faut ou quoi, parce qu'il va falloir que nous gouvernons. Attendez, il ne suffit pas de mettre un col roulé, hein, d'accord? Parce que le col roulé, moi je vais bien le mettre aussi, hein, mais ça ne va pas régler le problème. Hein. Vous connaissez ma rigueur dans les finances. Là, j'entends un peu ici, là, parce que l'éclairage, le chauffage n'est pas remis. On a une chance inouïe, c'est que le temps est avec nous. Oui. Bon, le matin, il y a une petite fraîcheur pour démarrer le boulot, on sait bien, mais l'après-midi, on voit que les fenêtres commencent à s'ouvrir, c'est qu'il y a encore une bonne petite chaleur. Et d'ailleurs, regardez, on travaille avec la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud dans cette salle. On trouve presque la chaleur, pratiquement la température insupportable pour travailler correctement et sereinement. Donc, on ne peut pas se reposer sur ces décisions, hein, qui vont changer la vie de beaucoup, hein, bien évidemment, hein, parce que moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même l'aval de la police nationale, même la police municipale, qui se posait des questions, et à juste titre. Hein. On a quand même un service caméra qui est indépendant aussi, donc, qui est très important. Il y a une partie en infrarouge, donc cette surveillance sera toujours présente, c'est ce qui est important. Hein. Si elle avait été couplée avec l'éclairage public, ça aurait posé des soucis. Les études aussi, ce qui a été aussi recherché, voir un peu si on pouvait éventuellement couper un lampadaire sur deux, pourquoi pas, mais les équipements aujourd'hui ne le permettent pas, c'est ça. Voilà. On a commencé, souvenez-vous-en, à supprimer tout l'éclairage en sodium pour le passer en LED. On l'a fait dans la rue Robert de Sorbon, on l'a fait rue Pierre-Curie. Je dirais la rue Jean-Baptiste Clément, elle va y passer aussi en LED. Et il va falloir qu'on engage aussi des programmes de rénovation d'éclairage public et forcément, surtout, passer en LED le plus rapidement possible parce que les lampes au sodium, c'est énorme. On est allé visiter le complexe sportif dernièrement et les nouveaux vestiaires qui se font attendre et à juste titre. Mais tant que certains dossiers ne seront pas réglés, on ne lâchera pas, hein, parce que c'est quand même un dossier important dans son fonctionnement de demain. Et comme vous regardez sur le stade, il y a 30 projecteurs, 30 projecteurs au sodium. Il va falloir aussi réfléchir, je dis aussi, on va faire des économies avec l'éclairage public, j'espère, on va faire des économies aussi, on a abordé le sujet aussi avec les illuminations de Noël. Il ne faut pas aussi, attention, tout éteindre, tout supprimer. Donc il est proposé, en ce qui concerne les éclairages de Noël, lors de la commission, c'est de dire on conserve l'éclairage des jardins comme le verrier, du parking de l'hôtel de ville, des abords de l'hôtel de ville, bien sûr. J'aimerais bien qu'on puisse rajouter, comme on l'avait fait, poser les sapins dans les rues avec une guirlande en LED bleue, mais tout ce qui est accrochage, traversée de rue, faire une pause cette année, puisque c'est quand même un dossier aussi de 85 000 €, poser les pauses quand même, hors consommation. Donc c'est quand même, vous les avez eus dans les rapports, donc c'est quand même des points importants à réfléchir. Donc là, monsieur Thierry Chevalier, vous avez demandé la parole. Oui, j'ai demandé la parole effectivement par rapport, il y a deux propositions qui nous sont faites, il y en a peut-être d'autres à faire, je ne sais pas, mais moi je voulais faire une remarque par rapport à l'heure de démarrage du matin. Il a proposé donc 5h et 5h30. Moi je pense, bien sûr, vous l'avez dit, aux industriels, et je pense aussi aux gens de la grande distribution. En fait, les gens qui travaillent d'équipe, pour le savoir, c'est que le cycle qui est assez commun pour toutes ces industries, c'est 5h, 13h, 13h, 5h, 13h, 13h, 21h, 21h, 5h. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle bien sécurité là, parce que là, quand on parle d'éclairage public, on n'est pas sur le confort, on n'est pas sur le côté esthétique de la ville, on est sur la sécurité, et je pense que d'un point de vue sécurité, il y a plus de gens qui sont sur la route le matin à partir de 4h30 jusqu'à prendre le poste à 5h que ceux le soir à 22h30. Je veux dire, les industries, ceux qui sont encore en industrie en équipe, ils sont déjà campés, ils sont dans les postes. Les autres travail de bureau, c'est terminé. Les commerces, c'est fini. Donc c'est uniquement des gens qui sont, on va dire, si on veut sortir le soir, c'est un confort personnel. Et on n'est plus dans un recherche de sécurité. Donc moi, on comprend bien le message, il est clair. Je pense que
Si quelqu'un qui ne comprend pas le message aujourd'hui, c'est qu'il vit sur notre planète, donc ça c'est clair. Mais si possible, vous fassiez peut-être une autre proposition en décalant plutôt vers le bas, enfin je veux dire, revoir un petit peu les... Laisser 22h30, mais en revanche, 5h30. 22h, ça ne dérange pas, je peux faire 22h, 4h30. Voilà. Pour que les gens prennent le poste. 22h, 4h30. 22h, enfin moi je ne sais pas, je trouve que ça fait quand même tôt. Ceux qui vont vouloir sortir du restaurant, enfin il y a quand même encore un peu d'activité. Vous voyez, mais oui, c'est son. Oui, mais c'est. Non, mais d'accord, mais ça fait le restaurant, je comprends bien, mais ça fait tourner le commerce. Oui, mais ça fait tourner le commerce, Cyril. Et si demain on 22h36, enfin, non mais je suis d'accord, enfin, après je suis revenu 22h au restaurant, si vous avez l'article. Aujourd'hui, on décale aussi, on va plus manger à 8h, 8h30, on est à 7h, 7h30. Enfin, après, je pense que le matin, il y a quand même plus de monde qui vont travailler le matin à 5h que ceux qui sortent du restaurant le soir à 22h. 5h30 qu'on repasse à 5h, je veux bien. Ah, c'est pas 5h, 4h30. Ah, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. Non, mais si vous le faites à 5h, ils sont dans la ville, ça sert à rien. Oui, mais à ce moment-là, si vous... Thierry, ok, mais ça concerne combien de personnes par rapport à ceux qui travaillent à 8h, à 9h et tout ça? Faites le point, non, je suis là. Non, mais j'ai fait le point, je connais certaines industries, effectivement. Il y a de la grande distribution, j'ai demandé aux gens d'Intermarché, j'ai demandé à Carrefour, il y a des gens qui commencent le matin à 5h. Bien sûr, il y en a quoi? Non, mais il y a des livraisons qui se font à 5h du matin, mais 4h30, non, c'est trop tôt. 5h, non, mais 5h là-dessus, je suis d'accord. Ouais, c'est 5h, et en revanche, 22h, je trouve que ça fait, franchement, ça fait tôt quand même. Hein. Pourquoi 22h30? Ça se cale un peu ce qui se passe. Thierry, 22h30, ça se cale un peu ce qui se passe dans la ruralité, au niveau des communes rurales, ils sont souvent vers 22h, 22h30. C'est pour qu'il y ait, voilà. Dans le rural, le matin, parce que si je demande 5h, si je propose 4h30, j'ai pas dit 5h, hein. Je dis bien 4h30 le matin. Parce que dans la ville, il y a des gens qui peuvent aller au travail en vélo, à pied, en trottinette, ce genre de choses. Les trottinettes, c'est 3 trottinettes. Non, mais attendez, monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, je dis simplement que en ruralité, les gens qui partent le matin, ils partent en voiture, ils partent en moto, enfin je veux dire, ils partent pas à pied ni à vélo. Je veux dire, ils s'en vont avec des moyens qui sont autres. Je dis qu'il y a des gens qui habitent Rethel, qui vont travailler dans les industries, dans les usines de Rethel, le matin. Je veux dire, on est tous à la recherche d'économie. Des gens qui demain veulent aller travailler à l'usine à pied, partir dans le noir, d'un point de vue sécurité, vous qui êtes très à cheval sur la sécurité, je trouve que c'est pas bon. Non mais franchement, c'est bon. Non mais c'est c'est louable, c'est votre ressenti, c'est votre proposition. Mais moi aussi, attendez, je l'ai fait il y a 2 jours. J'ai traversé Rethel à 4h15. Il n'y a pas un chat dans les rues. Non, il n'y a pas un chat dans les rues. Donc, bon, voilà. Et puis, il faut aussi raison garder. J'entends dire qu'il y a des gens qui vont travailler en trottinette. C'est combien? Une vie, ça n'a pas de prix, c'est clair. Mais il est quand même bien dit qu'en matière de sécurité, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Voilà. C'est une question de confort, c'est qu'on avait l'habitude de se déplacer avec de l'éclairage public partout où on se déplaçait la nuit. Aujourd'hui, il va falloir s'habituer autrement. Comment on fait dans les campagnes? Moi, attendez, moi, c'est vraiment, on l'a à 22h, là c'est encore pire, maintenant c'est 22h, c'est éteint, le matin, ça s'allume à 6h30 du matin, pas avant, et tous les villages, c'est comme ça, et vous avez beaucoup de gens qui utilisent leur vélo, leur voiture pour aller travailler, leur voiture est... Donc voilà, donc... Pas des villages. Comment? Pas des villages. Mais bien sûr que les gens se déplacent pour aller travailler dans les villages. Exactement. Il y a plus de gens qui viennent de la ville, qui vont se déplacer en vélo pour aller travailler, que ceux qui vont venir des villages. Soyons, je veux dire, je vois bien ceux qui arrivent sur le site je parle de Rethel, excusez-moi, je parle de Smart parce que je suis de ce site, mais voilà, c'est tout. Non, mais je pense que c'est, enfin voilà, c'est une question. Après, on va pas faire, personne ne pourra se mettre d'accord sur des heures bien précises chacun. Je pense qu'il faut raison garder, avoir un objectif avant toute chose, parce que demain, c'est 600 000 euros, c'est 700 000 euros, c'est 1 million d'euros qu'il va falloir mettre sur la table. D'accord? Il faut aussi que raison garder et que les gens aussi soient alertés de la situation, parce que comment on va les payer? Comment on va les payer? Et regardez, en faisant ça, finalement, on descend de 130 000, on redescend à 70 000. On ne va pas régler le problème. Hein.
on va faire des économies, mais c'est pas ça qui va nous sauver demain. Hein. Attention, là, on parle de l'éclairage, mais à côté, après, il y a encore ceci va s'additionner. D'ailleurs, je crois que le président de la Comcom en a fait référence dernièrement. Les factures vont flamber et on ne sait pas comment on va équilibrer les budgets de demain. Hein. Donc, je sais, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, hein, qui ne seront pas faciles, mais à un moment donné, il y a des mesures d'économie aussi à faire. Et je dirais, ce qu'on va faire là, c'est important, mais en matière de coûts, c'est pas grand-chose, hein, malheureusement. Hein, c'est pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que ça. Hein. Salari, non, vous voulez intervenir là-dessus? Question un peu plus technique. Les 130 000 € estimés, c'était avec les anciens tarifs de l'électricité ou avec les nouveaux? C'est actuellement. Donc c'est actuellement les tarifs actuels. Et les économies qu'on peut réaliser, c'est avec les futurs prix d'électricité? Exactement. D'accord. Voilà, oui, tout à fait. J'ai vu que ça soit aussi très transparent, que ça soit bien clair. Mais c'est pas, je dirais, hein, c'est un pas. La collectivité, comme les autres collectivités, d'ailleurs, je crois que j'ai mon collègue à ma droite qui me dit qu'il rentre de Chartres. Chartres, il ferme l'éclairage aussi la nuit maintenant. La ville de Chartres, c'est pas Rethel, hein, on est encore en ruralité. Si on est en ruralité, là, c'est vrai que tout ce qui va se poser dans les grandes métropoles, ça va être quelque chose d'important. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez là? Comment? Ce qui est important, c'est le montant. On a un devoir On a un devoir, bien sûr, parce que là, il y a des chiffres qui sont parlants, et puis malheureusement, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Donc à un moment donné, tout va être mangé. On ne pourra, demain, on ne va même pas pouvoir continuer à entretenir la ville. Attendez, on va. Moi, franchement, ça m'affole. On arrive dans une situation, d'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui m'ont dit, oui. Et puis là, on n'a pas encore toutes les informations des réglages, donc peut-être qu'on pourra envisager, justement, dans la période hivernale, d'avoir une souplesse sur les créneaux horaires qu'on n'aura pas l'été. Oui, voilà. On peut commencer déjà par, et après, adapter en fonction d'eux, parce qu'on n'a pas encore toutes les données financières, à quelle sauce, excusez-moi l'expression, à quelle sauce on va être mangé, hein, parce que il y a une protection EDF aujourd'hui pour 2023, mais après la liberté des marchés, donc c'est là qu'on va horriblement souffrir. Hein, donc Dalkia, c'est déjà parti, hein, c'est 40 000, on est déjà à 220 000 €, c'est 500% d'augmentation. D'ailleurs, il va falloir aussi, avec le monde associatif, sportif et culturel, c'est de revoir aussi le fonctionnement de tous ces équipements, voir un peu si on autorise toujours l'utilisation des complexes jusqu'à des 23 heures. Est-ce qu'il ne va pas falloir réduire à 20h30 ou à 21h, on ne sait pas. Donc tout ça, il y aura des discussions à mener avec les présidents de l'association, quels qu'ils soient, pour trouver des solutions heureuses pour tout le monde. On sait que la détente après le travail, c'est vachement important, mais il y a aussi aujourd'hui des obligations envers lesquelles on va devoir faire face. Et c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et le problème, c'est qu'on est toutes et tous confrontés, toutes les collectivités, les départements, comme vous disiez, les départements, avec ce qu'ils vont rajouter, ils viennent de faire une rallonge de 2 millions d'euros, je crois, si M. Averly, il peut le confirmer, sur leurs dépenses de fonctionnement, ne serait-ce que dans les collèges, en matière... hein, c'est ça, hein, donc c'est quelque chose d'affolant qui nous attend là. Et j'ose espérer que ça va bouger et que ça va quand même réaliser. On est en train de nous préparer, le public français de dire que l'année prochaine, ce sera 15%. Regardez en matière d'énergie, en matière d'essence, aujourd'hui, vous avez 30 centimes de rabais par litre, vous avez un prix du litre qui est déjà passé à 2 €, voire plus. Et vas-y, attendez, il y en a quand même, excusez-moi, tant pis, ça ne va pas plaire, mais il y en a qui se goinfrent là-dedans. Hein, et il n'y a pas d'intervention de qui que ce soit pour condamner cela. Si un peu l'État, il y a ces derniers jours en disant que les abus vont être sanctionnés. Mais il serait peut-être temps de se regarder aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent même plus se déplacer pour aller bosser. On le vit, nous, dans notre collectivité aujourd'hui, il y en a qui sont touchés par cette situation, ils ne peuvent pas venir bosser. Bon, c'est tout. Donc, ou alors ils sont de retour, ils sont allés chercher de l'essence
à Mourmelon, à Cormontreuil, et c'est quelque chose de fou. Mais c'est comme ça, il va falloir le gérer. Hein. Et donc, il y a des conforts, l'éclairage, quand les gens vont se déplacer en voiture, ils se déplacent en voiture, en trottinette la nuit. Est-ce qu'ils ont l'éclairage et tout ce qui s'ensuit jusqu'à maintenant? Ils n'avaient pas besoin. Ça me fait un peu peur, même déjà la journée, comment ça se passe quand ils traversent la ville de Rethel. J'ai fait peur qu'il y avait très peu de trottinettes à Rethel. Justement, j'ai posé la question. Les gens qui circulent aujourd'hui en voiture, avec le temps qui va passer, c'est pas sûr qu'ils vont continuer en voiture. Hein. Arrêtez de penser pour les autres. Je veux dire, on ne pense pas pour les autres. Mais vous parlez de devoir, mais attendez, encore une fois, si personne n'est conscient de ce qui se passe, on n'a rien compris. Donc je suis sur la même planète que la vôtre. Je dis simplement qu'il y a des gens qui vont aujourd'hui au travail en voiture, qui forcément avec le temps, et on voit bien déjà aujourd'hui avec les problèmes de plein, il y a des gens qui vont déjà en vélo alors qu'ils étaient déjà en voiture avant, ça ne va pas s'arranger non plus de ce côté-là. Donc je dis simplement, donc je le dis et puis j'arrête là-dessus, je mettais en évidence le problème que le matin, entre 4h30 et 5h, que vous vouliez ou non, il y a des gens qui sont sur la route, il y a un problème de sécurité qui est plus important que le soir entre 22h et 22h30. Une fois que j'ai dit ça, après c'est bon. On tranche, on vote et puis c'est bon. Vous parlez de l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui. Mais non, mais elle est importante cette entreprise. Mais aujourd'hui, le trafic se fait plus en zone de l'Étoile et non plus en centre-ville, que c'était vachement important avec le trafic des poids lourds. Aujourd'hui, on est libéré de ce problème de fond, parce qu'on avait un problème de sécurité avec les va-et-vient des poids lourds, les employés qui travaillaient sur le site. Tout est excentré en dehors de... Donc, moins d'insécurité en utilisant la voie rapide pour se rendre dans toutes ces usines qui sont implantées en zone de l'Étoile. Non mais c'est important ça, parce que les autres... Si, je vous parle des gens qui habitent Rethel. Je ne parle pas des gens qui viennent des villes, des villages environnants, ils viennent en voiture, il n'y a pas de problème. Je parle des gens de Rethel qui aujourd'hui se déplacent en voiture, qui demain iront certainement en vélo, trottinette, ou même voire à pied. On est là aussi, d'accord. Donc justement, monter à l'Étoile aujourd'hui, je parle de l'Étoile, mais dans d'autres, à pied sans lumière le matin, parlez-en avec ces gens-là, on en parle. Moi j'ai parlé pour ces gens-là. Après, on va pas rester 3 heures dessus, je suis d'accord. Bon, 22h, mais je trouve que ça fait quand même tôt. Enfin, je ne sais pas. Il avait été même réfléchi à un moment donné de dire pourquoi pas laisser allumer le week-end, le vendredi soir et le samedi soir. Pourquoi pas? Mais finalement, non oui, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que si on veut adapter en fonction de chacun, ça ne sera pas possible. La finalité, ça voudra dire que finalement, on va faire pin-ups. On sait qu'on va enquiquiner du monde, mais il faut s'assumer. Mais il faut aussi avoir un rendu, comment je veux dire, une économie qui se justifie. Sinon, si c'est pour mettre en place des dispositifs que finalement l'économie elle sera pin-ups, c'est tout. Malheureusement, on n'est qu'au début. On n'a pas encore toutes les données financières dans ces dossiers-là. 5 heures. Ça va être 5 heures. 22h30, 5 heures à la rigueur. 22h35 heures. Allez, on y va comme ça. Donc je soumets la proposition. Comment? Oui, mais attention, ce n'est pas figé aussi. Ce n'est pas figé, bien sûr. On va démarrer comme ça. Donc ça sera aussi, attention, avant de mettre ça en place, attention, il y a aussi des démarches à faire. C'est d'informer tous les commerçants, tout le monde socio-économique, bien sûr. Il y a des courriers qui vont devoir partir, distribuer en Europe. Donc la date la plus propice, ça serait de saisir le changement d'horaire fin octobre. Ça nous laisse le temps aussi de réagir, de mettre tout en place, parce qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain, parce que le changement d'horaire, c'est le dernier week-end d'octobre. On profite de ce changement d'horaire pour mettre en place aussi ces mesures d'économie, de sobriété énergétique, voilà, et ces mesures que nous prenons aujourd'hui. On peut faire un point d'étape en début d'année pour voir un peu comment ça fonctionne. Attention, parce qu'on pourra peut-être constater, même s'il est dit et il est répété qu'en matière d'insécurité, ce n'est pas le souci, c'est un faux problème, ça a été dit, répété.
mais on fera quand même un constat, on peut faire un constat dans 3 mois, si vous voulez, 3 mois, 4 mois, pour voir un peu où on en est, voir un peu comment ça fonctionne, et voilà, et peut-être, il n'y a rien de figé, hein, les horloges, ça se modifie, hein, voilà. Madame Langonier, Joël. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre 22h30, 4h30 la semaine et le week-end, mettre 7h du matin? Oui, non, mais le problème, c'est que c'est le réglage des horloges. Tu ne peux pas régler les horloges. C'est ça, on sait. Ce sont des réglages. On l'avait, même moi, j'avais dit, pourquoi pas essayer de voir un peu conserver le vendredi soir et le samedi soir. Les gens sortent en ville, et patati, patata, un peu plus loin, mais c'est le réglage des horloges qui ne va pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est le système d'équipement que nous avons qui nous permet, pas de nous adapter pour essayer de trouver des solutions. Mais regardez, entre la première et la deuxième proposition, il y a quand même 10 000 balles d'écart. C'est pas neutre. Attention, on est là, on veut faire des économies, on n'en fait pas. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai bien écouté, j'ai bien entendu. Donc 22h30, 5h. Comment? Ça ne sert à rien, on laisse à 5h30. Bien sûr, je suis d'accord. On laisse à 5h30. Bon alors, donc c'est tout. Donc la commission, voilà, maintenant je clôt les débats parce qu'il va falloir qu'on en sorte. Donc voilà, non mais il était bien que tout le monde s'exprime. La commission des finances, hein, les ressources humaines, donc on vous fait la proposition de dire retenons 22h30, 5h30, voilà, dans un premier temps. Et puis après, on verra à évoluer en fonction de... Sur cette proposition de la Commission des finances, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention? Adoptée à la majorité des présents. Merci. C'est pas... Attention, derrière ça, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein. Donc voilà, mettre tout cela en place. Comment ça va fonctionner demain, ça va. Et en ce qui concerne aussi donc les illuminations de Noël, regardez un peu là, les illuminations de Noël. Pour 2021, la pose et la dépose de décorations lumineuses dans les rues de Rethel, c'était un peu plus de 83 000 € hors consommation. Les jardins d'hôtel de ville, c'était plus ou moins 35 000 €. Donc on a échangé finalement dans la commission des finances. On ne peut pas non plus, attendez, je dirais que les Français aujourd'hui souffrent, comme il n'y a pas que les Français, les Européens et beaucoup de monde, hein, c'est presque mondial aujourd'hui, l'être humain souffre de plus en plus. Si on commence aussi à supprimer les fêtes de Noël, un peu, voilà, le moment de joie d'été pour les enfants, même pour les grandes personnes, hein, c'est aussi, on aime bien aussi ces périodes festives, c'est de dire que pour faire une économie aussi assez sérieuse, n'installons pas dans les rues, les traversées de rue, donc l'éclairage actuel. Maintenant la décoration comme on l'a fait l'an dernier, les jardins publics, additionner le parking derrière la salle des fêtes, les abords comme l'an dernier, les sapins qu'on achète à 8 € avec une guirlande installée par les employés autour de la salle des fêtes, voilà. Et puis le rond-point du centre-ville, et installer un peu des sapins avec des cordons lumineux à LED, comme on avait fait dans la rue Gambetta un peu, et puis à la place de la gare, parce que aussi donner un peu un accueil un peu plus, une ambiance, parce que quand vous quittez de la gare, c'est quand même, Brigitte, elle vous l'avait fait remarquer l'an dernier, c'est quand même assez glauque quand on arrive de la gare, on arrive dans l'hôtel, c'est quand même un peu le trou noir. Si on peut y mettre un peu de couleur en attendant, voilà, donc on va essayer de trouver des solutions. Donc dans ce sens-là, le fait de ne pas poser les guirlandes dans les rues de Rethel, est-ce qu'il y a des avis contraires là-dessus? Non? Par contre, on peut peut-être arrêter aussi les illuminations en pleine nuit. Certaines heures. Ben non, mais les illuminations s'arrêteront en même temps que les garages publics, ça c'est clair. Ben non, oui, de toute façon, tout va avec. Tout va avec. Donc elles sont connectées, elles sont couplées avec l'éclairage public. Mais à nous, demain, dans les prochains programmes d'éclairage public, c'est de travailler, c'est pour dire aujourd'hui qu'on mette en place une installation électrique qui permet de couper un lampadaire sur 2 ou sur 3 pour avoir des points stratégiques qu'on pourra conserver pour le futur. Maintenant, là, on a une leçon, hein,
on a une leçon à prendre aujourd'hui, hein, et puis à étudier, et ne plus faire la facilité de demain. Sur ce plan-là, aussi pour les décorations de Noël, on y va comme ça aussi. Pas d'opposition, pas d'abstention. On n'oublie pas Paris, hein, vous aurez des sapins à Paris, il n'y a pas de souci. C'était pas par rapport. Si je peux me permettre, monsieur le maire, c'est juste parce qu'on a une petite question par rapport à notre transmission. Il y a la question qui est posée de mettre des détecteurs de mouvement dans les ruches. Donc on avait déjà abordé cette question-là quand on a eu des commissions, mais que pour l'instant notre équipement ne nous permet pas de faire ce... C'était de dire que sur chaque lampadaire, donc, il serait installé un détecteur de mouvement et le lampadaire se mettrait, s'allumerait en marche quand il détecterait une présence. Mais c'est très complexe et très coûteux, parce que ça, c'est pas prévu non plus. Maintenant, il va falloir qu'on travaille sur cet équipement, hein, qui est le éclairage public. Dans les futurs investissements, ça là-dessus, on n'y échappera pas. Les actes pris par le maire dans le cadre de cette délégation, donc voilà, donc je dois vous rendre compte. Les dossiers, donc tous les dossiers sont consultables comme d'habitude au service comptabilité finance. Et puis là, je vous informe aussi que j'ai signé une nouvelle concession pour les cimetières et 4 renouvellements. Je me dois de vous informer sur ce dossier. Et pour votre parfaite information, vous pouvez déjà inscrire dans vos agendas les prochaines réunions du conseil municipal programmées, le mercredi 16 novembre prochain et le mercredi 13 décembre prochain. Et là, pour information aussi, donc pour information, on a assisté dernièrement, a été programmée une commission sport. Donc je vais laisser la parole à l'adjoint sport Patrick Demangeau, qui la commission sport a fait une proposition lors de cette réunion, qui a été validée par la commission, qui devra être confirmée par le conseil municipal, mais donc de vous donner des informations et d'avoir un accord de principe pour le déroulement des foulées rotelloises qui se dérouleront début novembre et le conseil municipal n'aura pas encore eu lieu. Donc Patrick, si tu veux y aller. Donc, concernant les foulées rotelloises qui se dérouleront le 6 novembre 2022, lors de notre dernière commission sport, les membres ont souhaité créer une équipe dite de rotelloise. Donc qu'on proposerait à tous les agents et à tous les élus de faire une petite équipe. On espère être une dizaine quand même, enfin on espère, pas moi, mais une dizaine de personnes. On a vu aussi éventuellement, grâce à votre accord, que la commune prendrait l'inscription à son compte, qui est d'environ 10 €, quelque chose comme ça, et on ferait floquer un t-shirt aux couleurs de la ville. Voilà, votre avis. On fait l'inscription tout de suite, là. Moi je donne le pouvoir. Non. Le coup d'en haut. Donc voilà, donc les foulées rotelloises sont très attendues, donc le 6 novembre prochain, donc des centaines de participants sont attendus, bien sûr. Donc c'est vrai que la proposition qui est faite par la commission sport est assez intéressante de dire une équipe de Rotel, pourquoi pas, si apparemment... On va faire une petite équipe. Comment? On va faire une belle petite équipe. La grande marche. La grande marche. La grande marche. On va y aller. Pas d'opposition, pas d'abstention sur cette idée. Monsieur l'adjoint au sport, elle est adoptée. Merci, monsieur le président. Allez, l'ordre du jour étant épuisé, pas le maire, bien sûr, je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée. À très vite. Prenez soin de vous. Merci, monsieur le maire.